Pour lui, c'est un crime d'engendrer une lignée de malades, d'alcooliques, de bandits et d'idiots. Je me demande d'ailleurs s'il n'était pas finalement involontairement l'intellectuel le plus anti-J qui exista de ce monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue, le livre est une arme. Rapidement, sachez que sous la vidéo se trouvent les liens des anciennes chroniques censurées. Justement, la chronique 49A du livre d'Alexis Carrel, Réflexions sur la conduite de la vie. Oui, continuons et je pense que nous allons même rester sur la voie des intellectuels français. Honnêtement, il n'y a rien de mieux. Alors Alexis Carrel, c'est un biologiste catholique né en 1873, un peu méconnu, voire méprisé, mais qui ne mérite clairement pas ce sort infligé par le monde moderne tant son discernement pétille. Il a beaucoup de qualités cet homme, un prix Nobel de médecine en 1912, quand à cette époque justement la corruption et l'idéologie dominante avaient moins d'emprise qu'aujourd'hui. Donc c'est un prix significatif. Tâche sur le personnage, c'est un partisan de l'eugénisme volontaire, et certains, comme Monsieur Plaquevent dans son dernier livre, n'hésitent pas à en faire un des pionniers de la pensée mondialiste eugéniste et à le jeter en pâture aux côtés de Gates et de consorts. J'avoue avoir tiqué quand j'ai lu ça. Certes, il a des défauts. Alexis Carrel œuvra dans les cercles mondialistes par le truchement de l'Institut Rockefeller en laquelle il croyait, peut-être naïvement. Certes, il crut aussi en la science pour traiter les maladies sociales. Il en a même fait le combat de sa vie, ce pourquoi il plut tellement aux États-Unis. Cependant, comme nous l'avions vu et expliqué dans notre vidéo numéro 1 avec Gunther Schwab, la danse avec le diable, Alexis Carrel prôna l'idée de la bonne mort. C'est un eugénisme différent. C'est l'idée selon laquelle la bonne mort va revivifier le vivant, si je peux m'exprimer ainsi. C'est une pensée qui était très répandue chez les intellectuels catholiques de l'époque. Donc le mettre dans le même sac, par exemple, qu'une Margaret Sanger, la modèle d'Hillary Clinton, me semble un brin exagéré. Il ne poursuivait pas les mêmes buts, par contre. Cela dit, vous bénéficiez donc dans cette chronique 49A des constatations posées par Alexis Carrel quant à la dégénérescence du monde occidental. Dans la 49B, nous aborderons les pistes de solutions susurrées par l'auteur. Sinon, la vidéo aurait malheureusement été beaucoup trop imposante. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Nous voilà à l'essentiel, l'homme occidental régresse. Il ne progresse plus intellectuellement. L'âme de l'Occident s'est évaporée en même temps que la foi et ses valeurs. Qui oserait aujourd'hui parler de tempérance, d'honneur, de véracité, de charité, de maîtrise de soi, de responsabilité? Non. Tout cela paraît bien désuet. Seul compte le bon plaisir de l'occidental. L'Occident est donc dégénéré. L'humanisme et son avènement ne permirent point l'émancipation de l'homme, tel que promis. Au contraire, l'homme s'est perdu. Il s'est ouvert à tous les dangers, à tous les vents. Certes, il est libre, mais comme un animal sans tête, cette liberté ne lui octroie que le droit de suivre ses bas instincts. La poursuite de l'avantage, qu'il soit personnel, financier ou même par vanité. Toujours sous couvert d'hypocrisie d'ailleurs, toujours sous couvert d'hypocrisie, de faux dévouement ou de fausse charité. Ajoutons aux idées d'Alexis Carrel que c'est à cela que sert la gauche aujourd'hui. C'est l'hypocrisie qui permet le mal. Le libéralisme, soupape de l'humanisme, vint avec ses vices, lui. Il les sollicita avec ferveur. D'emblée, les perversions sexuelles et l'alcool frappent notre esprit, mais pas que. Le mensonge, le dénigrement, la verbosité demeurent autant d'autres tares occidentales ancrées dorénavant. Mais pas que. L'Occident affiche l'image de la civilisation de l'intelligence. Mais réfléchissons. Seulement, souligne l'auteur, à quoi sert l'intelligence si elle n'est pas entourée par la morale? À quoi sert l'intelligence si elle n'est mise qu'au service de l'ambition veule de l'occidental moyen? L'Occident, c'est aussi
la société du divertissement. Or, existe-t-il une vie plus absurde que celle passée à s'amuser? Ne penser qu'à se divertir, c'est bafouer le travail de nos ancêtres, qui permirent ce gain de temps journalier, justement, pour nous permettre de dégager de la réflexion. Un gain de temps qui est transformé en passivité, alors que la vie est action, normalement. La vie est combat. Alors, existe-t-il des solutions? Oui, il en existe. Revenons à l'obéissance aux lois naturelles, susurre Alexis Carrel, pardon. Seulement l'homme est dénaturé. Il est devenu dénaturé. Les lois naturelles sont immuables, éternelles et inexorables. On les découvre contrairement aux lois humaines que l'on invente, et qui sont donc changeantes. Seulement, la pensée libérale nous éloigne des lois naturelles, avec ce sentiment de liberté dont nous avons parlé, donnant l'impression à l'homme d'être indépendant de la nature. Pourtant, notre corps est un fragment du cosmos, régi par les mêmes lois que le reste du monde. Pourtant, les animaux, eux, semblent posséder le sens inné de l'harmonie de l'univers. Nous, non, on l'a perdu. Nous avons perdu notre instinct, par ego, par confort, par inexpérimentation, par absence d'observation, et par manque d'introspection. Parce que l'humanisme nous empêche de faire une introspection puisqu'elle sollicite notre ego. Pourtant, le monde de la matière n'est pas séparé de celui de l'esprit, et ça, nous n'en avons cure. Ce que veut crier à tue-tête M. Carrel, c'est que l'homme moderne est le fruit d'idéologies, libéralisme et marxisme principalement, qui utilisent la méthode scientifique, alors qu'il devrait être le fruit de la nature. Par conséquent, cet homme incomplet, cet homo economicus, s'est mis à dominer le monde physique sans même avoir acquis la pleine connaissance de son propre esprit. La France a par exemple dénigré l'enseignement de la morale depuis le XIXe siècle, et dénigré d'ailleurs tout enseignement non intellectuel comme l'effort ou le sacrifice. La voilà la cause de notre déclin pour Alexis Carrel, car l'intelligence exige un substratum organique de qualité pour s'exprimer pleinement. Car la liberté exige l'automatisme de l'instinct pour être maniée correctement. La liberté exige le sacrifice, sinon à coup sûr l'homme se voit puni. La dégénérescence et la mort sont les conséquences attendues, les conséquences logiques d'un usage sans restriction de la liberté. L'homme moderne désirerait corriger la nature avec orgueil, alors qu'en réalité, pour sa sauvegarde, pour sa survie, oserions-nous dire pour son salut, il devrait lui obéir. L'homme dénaturé méconnaît donc les lois fondamentales de la vie. Il leur tourne le dos. La plus importante d'entre elles, c'est la loi de la conservation. L'organisme humain se moule au gré des événements. Il improvise et développe toutes les défenses possibles aux attaques subies, quelles qu'elles soient. Le froid, la famine, les blessures, les hémorragies. Et cette immuable loi de la conservation renferme une valeur importante, l'effort. Autre loi d'airain, deuxième loi importante, la loi de la propagation de la race. C'est un besoin inscrit dans nos gènes, propagation et perpétuation, avec cette valeur de sacrifice pour le bien de l'enfant. Par exemple, l'amour maternel n'est pas une vertu, c'est une fonction du système nerveux féminin. Mais en Occident, cette loi de la propagation n'est plus empruntée. La sexualité fut décorrélée de la reproduction et l'avortement ne fut plus considéré comme un crime. Troisième loi égrenée par Alexis Carrel, c'est l'essor de l'intelligence. L'auteur considère cette loi toujours active, valable, remarquable. Rappelons que son livre date du début du XXe siècle. Aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'il aurait qu'il en tirerait le même bilan. Donc, il considère cette loi comme toujours active, valable, remarquable. Il cite Jésus, évidemment, qui donna le seul ciment assez puissant pour unir les peuples. Concernant les contemporains, ce sont les savants qui impressionnent intellectuellement l'auteur. L'essor de l'intelligence, ainsi que l'essor de l'âme, requiert des efforts, impose que l'on se fasse mal. Malheureusement, la majorité de la population ne dépasse jamais l'âge psychologique de 12-13 ans, maximum. Pourquoi? Bien le divertissement. Le divertissement obère toute maturité mentale, répétons-le, et encore,
Monsieur Carrel n'a pas connu l'homme occidental actuel, cette espèce d'adolescent, le tatoué, déresponsabilisé qui tâche de ressembler le plus possible à son fils et ne pas vouloir grandir, surtout pas, en trottinette électrique. Et l'éducation nationale n'aide en rien, à contrario, elle tend à développer exclusivement la raison au détriment de l'esprit, et ce sans aucune valeur spirituelle ou morale. Pourtant, l'esprit s'élève. L'esprit ne crée des grandes choses que par le sacrifice, par exemple, comme Jeanne d'Arc au bûcher, par la douleur, par le désir, par l'amour, bien évidemment, et par une quête d'un idéal, la grâce. Les écoles, donc, ne mettent plus en contact les enfants avec le beau, avec l'art, avec le vrai, ouvrant ainsi les portes à la laideur, à la saleté, à l'alcoolisme et au chichon. Aurions-nous eu envie de dire et d'ajouter à Monsieur Carrel. La vie exige cette élévation de l'esprit. Ce n'est pas une opinion, ni un choix, ni une option. Notre monde actuel dégénéré n'est que la conséquence quasi algorithmique pour avoir méprisé notre propre nature. Cette chute vertigineuse de l'homme occidental provient peut-être de l'ambiguïté qui règne autour des concepts de bien et de mal. Jamais les moralistes ne s'accordèrent sur leur définition stricte. Au sein du monde moderne, Épicure a vaincu le Christ, si on pouvait le résumer ainsi, à plate couture d'ailleurs. Le plaisir est devenu la morale de l'intérêt. Par conséquent, de nos jours, nos contemporains se montrent incapables de distinguer le bien du mal, le licite de l'illicite. Leur désir les guide, non, leur désir les mène. Pourtant, c'est assez élémentaire. Le bien consiste à propager les trois lois fondamentales égrenées précédemment. La loi de la conservation, la loi de la race, la loi de l'essor de l'intelligence. Et qu'est-ce que le péché finalement? Eh bien, le péché, c'est le fait de refuser d'obéir à ces lois. Et le vice, le vice, c'est le fait de perpétrer cette désobéissance volontairement, créant une personnalité fragmentée, amoindrie, au contraire de la vertu qui, elle, élève la personnalité, la fortifie, unit, elle unit et harmonise la personnalité avec son corps. La même constatation peut être établie au niveau social. Les incivilités, les médisances, les détestations fragmentent et détruisent une société. Au contraire, la politesse, la propreté, l'amour de la terre rendent la société harmonieuse. On peut vivre ensemble. Bref, pour qu'une civilisation puisse rester saine, asseoir sa justice sur la base des 7 péchés capitaux paraît un bon début pour M. Carrel, auquel il faudrait ajouter ce qu'il nomme les nouveaux péchés graves, dont l'envie, mais surtout l'alcoolisme et la mauvaise nutrition. Pour lui, c'est un crime d'engendrer une lignée de malades, d'alcooliques, de bandits et d'idiots. Je me demande d'ailleurs s'il n'était pas finalement involontairement l'intellectuel le plus anti-J qui existât de ce monde. L'idéal résiste donc dans l'habitude de prêcher, de pontifier même les vertus évoquées. Mais comment le faire dans une société vivant sous le signe du matérialisme? Si être vertueux, c'est obéir aux lois de la vie, alors comment l'être quand l'homme se réduit à son activité économique? Et oui, la vertu exige une soumission aux lois, une humilité, tandis que la société moderne humaniste glorifie notre égocentrisme. Et oui, la vertu élève, améliore, elle fait participer les gens autour de vous, autour de nous. Tandis que la société moderne humaniste glorifie la compétition, sème la zizanie. En clair, ignorer le bien, c'est faire le mal. Et si on désire anéantir une civilisation, il suffit de faire perdre à ses citoyens les notions de bien et de mal. Je crois qu'ils ont particulièrement bien réussi. Allons maintenant au-delà du livre et réfléchissons au sujet de la science. Alexis Carrel, malheureusement, n'a pas vu les gènes dans cette science moderne d'une religion de substitution telle qu'elle est devenue aujourd'hui. Les adeptes de la science font montre d'une arrogance fièrement ostentatoire, nous l'avons vu sous l'épisode Cohen 19, appuyée sur des dogmes, particulièrement en médecine d'ailleurs, qui n'est pas une science, mais qui s'octroie le pouvoir de régler les problèmes de l'humanité entière. Rappelons que la médecine devrait être personnalisée, c'est-à-dire adaptée à la personne
D'où l'importance de connaître la personne elle-même, ses habitudes, ses antécédents, sa famille. Bref, elle doit être humaine. En fait, le recours à la science est une arnaque pensée, une arnaque fomentée depuis le départ. Cela permet de circonscrire la santé au domaine des compétences techniques ou au domaine de la recherche. Cela signifie dédouaner le politique. Et ça arrange les politiciens. Donner une volonté à la science, c'est l'enlever aux politiques. Et c'est insensé car la science n'a pas de volonté. La science moderne donc a une volonté. Elle sert une fin. Mais cela ne vient pas de nulle part. C'est une tendance J. Car qu'est-ce que le Talmud, sinon ce désir de vouloir tout expliquer et tout comprendre en niant tout aspect transcendantal? Et la science moderne, indéniablement, poursuit un but, celui de perfectionner la technique en transformant le réel pour les biens de l'homme. C'est ça le transhumanisme. Mais de l'homme tout court ou de l'homme J? Là est la question. Que jamais de France ne sorte la gloire qui s'y est arrêtée.